Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Axel. Bonjour, Jérôme. Alors Axel qui est contributrice de Passion d'apprendre magazine. Donc c'est comme ça que qu'on a été connectés et en fait on est plus connecté que ça parce qu'on est passionné aussi par tout ce qui touche à l'humain, au cerveau et parce que tu es formatrice et accompagnatrice en gestion mentale. Est-ce que c'est bien C'est ça? ça, c'est ça, exactement. Donc alors c'est quoi déjà avant d'entrer dans le vif du sujet qui est passionnant, qui est la gestion mentale, est-ce que tu pourrais rapidement présenter un peu ton parcours et comment tu en es arrivé à là où tu en es aujourd'hui? Alors déjà, tu vois, Jérôme, mon parcours, il est très simple. Au départ, au tout début de l'histoire, on va dire, j'ai été confrontée à une problématique. Donc, tu vois, ça démarre d'un problème puisque mes enfants ont rencontré de grandes difficultés dans les apprentissages et notamment dans la relation à l'apprentissage. Alors à l'époque, c'était complexe, vraiment, c'était extrêmement complexe à démêler tout ça. Et du coup, moi, je ne venais pas du tout de ce milieu-là, de la pédagogie, de la découverte du fonctionnement cérébral, etc. Mais j'ai été obligée un petit peu de chercher, d'essayer de découvrir des moyens, en tout cas pour les accompagner eux déjà au départ, pour qu'ils puissent améliorer en tout cas leur relation à l'apprentissage et qu'ils puissent réussir à apprendre tout simplement. Et j'ai découvert un univers. Voilà, j'ai découvert un univers où il y avait plein de pédagogies. J'ai découvert la pédagogie différenciée, j'ai découvert la pédagogie Montessori, la pédagogie Freinet. Et j'en suis arrivée évidemment à la pédagogie, même si ça n'est pas qu'une pédagogie, en tout cas c'est plus une démarche pédagogique et la gestion mentale. Ce qui m'a beaucoup séduit par rapport aux autres, qui sont fort intéressantes également, c'est que la gestion mentale s'appuyait sur un postulat de départ avec lequel on a le droit d'être d'accord ou pas d'ailleurs, c'était le principe d'éducabilité de l'intelligence. Voilà. Donc moi, j'étais un petit peu séduite par ça parce que c'était quelque chose intuitivement qui me parlait. J'avais vraiment l'impression que l'intelligence était éducable et qu'on avait ce pouvoir d'agir sur nos pensées pour pouvoir les améliorer, les développer. Et du coup, j'ai commencé des formations de base pour aider mes enfants, qui étaient vraiment, je le dis, ils avaient 4 et 7 ans. Donc, le premier était dans l'apprentissage de la lecture, le deuxième était en CE1. Donc, c'était vraiment compliqué. Et j'ai commencé voilà, à tâtonner dans les formations jusqu'au jour, effectivement, où j'ai commencé à rencontrer des professionnels et puis à être invitée aussi par le réseau de professionnels qui travaillent sur mon département à poursuivre parce que sur le département, nous avons bien sûr des personnes qui gravitent autour des apprentissages et même des troubles d'apprentissage qui peuvent être diagnostiqués. Vous connaissez bien sûr les troubles 10, etc., mais pas que. Nous avons aussi des personnes qui peuvent diagnostiquer un haut potentiel intellectuel sans pour autant que la personne puisse utiliser son cerveau efficacement. On peut très bien être à haut potentiel intellectuel et ne pas pouvoir réussir au niveau des apprentissages. Donc, ces professionnels ont eu vent un petit peu de cette formation et puis on a beaucoup échangé. Et malheureusement, quand on pose un diagnostic, on ne sait pas toujours vers qui orienter pour aider ces personnes à apprendre à apprendre. Donc, du coup, j'ai été un petit peu soutenue aussi par le réseau de professionnels, que ce soit les psychologues, les neuropédiatres, les enseignants, les orthophonistes, pour continuer ma formation, mais au niveau professionnel. Donc, j'ai un petit peu voyagé dans la France entière et un petit peu aussi à l'étranger, en Belgique notamment, pour pouvoir développer en tout cas des compétences, de l'expérience aussi, pour pouvoir accompagner les autres en plus de mes enfants. Aujourd'hui, mes enfants vont bien. Alors, il y en a un qui va avoir bientôt 22 ans et l'autre qui a 18 ans. Donc, effectivement, ils sont en pleine réussite au niveau de leurs études. Ils sont totalement autonomes. Ils l'ont été d'ailleurs très rapidement. Et donc, tout va bien. Et du coup, ça m'a beaucoup interpellé ce mot-là, et l'éducabilité de l'intelligence. Comment on éduque l'intelligence? Alors, comment on éduque l'intelligence? Déjà en partant du principe que l'on peut découvrir ses potentialités. C'est-à-dire, nous avons tous en nous des stratégies de réussite dont nous n'avons pas toujours conscience. D'accord? Donc, ça veut dire que souvent, ces stratégies, nous les utilisons dans nos passions, dans nos centres d'intérêt. Par exemple, pour réussir à apprendre, nous savons effectivement qu'il faut savoir mémoriser, savoir comprendre, etc.
Et pour autant, certaines personnes, dans leur passion et dans leur centre d'intérêt, elles apprennent sans qu'elles s'en rendent véritablement compte, parce qu'elles sont effectivement dans des stratégies dont elles n'ont pas forcément conscience. Je te donne un exemple. J'avais une personne qui faisait alors te dire le mot exactement, j'arrive pas bien à le dire, c'était du jujitsu ou du jujutsu. Jujitsu? Ouais, un truc comme ça, voilà, c'est une sorte de karaté, tu vois. Et elle me disait, mais tu sais, moi, Axel, j'ai pas besoin d'apprendre à apprendre quand je fais ça, parce que je suis très attentif, alors que c'est dans une grande salle, il y a beaucoup de parasites. Moi, quand il y a du bruit, j'arrive pas bien à me concentrer. Et là, j'y arrive très bien. J'ai pas besoin d'apprendre à mémoriser parce que je mémorise très bien les noms et en plus, ils ont parfois une consonance asiatique, donc ça me demande quand même peut-être de faire des choses, mais je m'en rends pas compte, mais j'arrive bien à mémoriser. J'arrive bien à comprendre ce que me dit l'enseignant, j'arrive bien à imaginer des stratégies aussi lors des compétitions, à réfléchir. Ça se passe très très bien, donc je n'ai pas de problème ni d'attention, ni de mémorisation, ni de compréhension, ni de réflexion, ni d'imagination. Formidable. Mais il me dit, mais alors par contre, en histoire, c'est la cata. Et du coup, on a un petit peu, grâce à la technique du dialogue pédagogique sur laquelle je pourrais revenir si tu veux tout à l'heure, on a un petit peu mis en lumière, on a un petit peu fait émerger à sa conscience les stratégies qu'il mobilisait au moment d'apprendre ce jujitsu, je ne sais plus comment on le dit. Ouais, jujitsu Voilà, japonais. au moment d'apprendre ça, Ouais. il a compris tous ces cheminements mentaux, tout ce qui se mettait en projet de faire mentalement. Et du coup, on a comparé un petit peu avec les stratégies mentales qu'il faisait en histoire, justement. Ben, figure-toi que c'était complètement l'inverse. Et oui, parce que pour apprendre quelque chose qui est un peu parfois scolaire, on essaye parfois des choses dont on entend parler. Il faut relire son cours, il faut répéter dans sa tête, il faut surligner, il faut réécrire parfois. Mais tout ça, ce sont des moyens de faire qui ne correspondent pas toujours à la personne et qui ne sont d'ailleurs pas toujours efficaces. Aujourd'hui, la neuroéducation, d'ailleurs, les neurosciences appliquées à l'éducation ont très bien montré que de répéter comme ça ou de relire plusieurs fois les choses ne sont pas forcément toujours très efficaces. Et donc, l'idée, c'est de découvrir en soi, déjà les stratégies qui nous correspondent bien dans des situations de réussite pour nous permettre de les ajuster, de les compléter et de les développer dans des objectifs que nous visons, aussi bien au niveau scolaire qu'au niveau professionnel. Ouais, ça me parle super bien ton exemple parce que depuis l'âge de 5 ans, je pratique les arts martiaux. Je commençais avec le karaté, je fais un peu de jiu-jitsu, maintenant c'est du kung-fu. Et Ah, c'est vrai que le fait d'apprendre les arts martiaux, c'est devenu naturel. Et comme c'était quelque chose que j'aime, je pense que naturellement, j'ai développé des réflexes. Et que faut transposer ça, enfin mon cerveau n'a pas réussi à transposer ça, je pense de manière inconsciente dans mes études, notamment dans les maths. Alors moi l'histoire ça allait parce que j'arrivais quand même à visualiser les scènes, comme en arts martiaux on va visualiser une scène, imaginer une scène. Je pense que j'ai réussi à le faire dans l'histoire. Plutôt que de relire, je faisais mon trip en imaginant les batailles, etc. Donc ça restait. Alors par contre, les maths, alors, pour moi, c'était, et je pense que ça va être, si je m'y remets, ça va être compliqué, parce que très conceptuel. Donc si je comprends bien par rapport à ce que tu viens de dire, euh, donc ça serait donc déjà de un, conscientiser ce que le cerveau fait naturellement, inconsciemment. Deux, de voir comment transposer ça ensuite ailleurs. Et trois, du coup, d'implémenter ce que l'on a compris pour le dupliquer. Donc, dupliquer ce qui marche déjà inconsciemment et de le faire consciemment ailleurs, en fait, si je comprends bien. oui, ça c'est pour répondre à la question que tu disais comment on fait pour développer son intelligence. Effectivement, il y a ça, ça fait partie d'un des points essentiels de la gestion mentale. Et quand tu dis effectivement, je me rends compte que je faisais des choses naturellement dans les arts martiaux et que aujourd'hui je devrais apprendre les maths, ça serait peut-être compliqué. Tu parles de visualisation, par exemple, tu vois. On entend beaucoup actuellement parler de mémoire visuelle, mémoire auditive, etc. Tu vois. Et on se rend compte que quand on parle de mémoire visuelle, mémoire auditive, souvent c'est basé sur des tests, d'ailleurs qu'on peut voir circuler, que ce soit sur Internet ou avec des professionnels. Souvent, ces tests, ils vont mettre en lumière certains temps du traitement de l'information, mais pas ce qui se passe au-dedans de la personne. Pourquoi? Je t'explique.
Par exemple, on va demander à quelqu'un de mémoriser une liste de mots. Tu vois, on va lui demander, voilà, on va vous dire une liste de mots que vous allez entendre. Vous allez la mémoriser, puis après on fera un test pour voir si vous arrivez à la restituer. Donc on va lui dire des mots qu'elle va mémoriser. Et puis après on va passer sur un autre test. On va lui dire maintenant on va vous demander de lire des mots que vous allez donc regarder. Et puis après, on fera le même test pour voir si vous êtes capable de les restituer. Et si la personne est plus performante à partir de quelque chose qu'elle a vu, parfois, effectivement, certains vont en déduire que c'est une mémoire visuelle. D'autres, si elle est plus performante, d'autres personnes risquent d'être plus performantes à partir de quelque chose qu'elles ont entendu. Donc, on pourrait en déduire qu'elles ont une mémoire auditive. Pour moi, ça n'est pas du tout justifié de déduire ce genre de choses. Pourquoi ? Je te donne un exemple. J'avais une jeune fille qui est venue avec sa maman et qui me dit, voilà, ma fille est très auditive. Ah, je lui dis, tiens, c'est étonnant, comment vous le savez? Alors, elle me dit, c'est très simple, elle est actuellement en troisième, elle passe son BEPC, elle étudie l'histoire et je lui lis son cours d'histoire une seule fois et c'est étonnant, elle est capable non seulement de répondre à des questions, mais de restituer également des éléments d'information pratiquement par cœur. Elle est capable de donner des dates, des noms de personnages, etc. Je dis, c'est formidable. Il y a forcément une stratégie de réussite, là, c'est évident. Je me suis tournée vers cette jeune fille qui s'appelait Amélie ou Amélia, je ne me rappelle plus, et je lui dis la chose suivante. Amélie, au fur et à mesure que tu entends ta maman te lire le cours d'histoire, qu'est-ce que ça déclenche dans ta tête? Comment ça existe dans ta tête? Et cette jeune fille me dit, mais tu vois Axel, je vois comme un film. Je vois comme un film qui se déroule dans ma tête. Et comme elle était passionnée d'acteurs américains, eh bien, elle voyait Brad Pitt en Hitler, etc. Et à l'intérieur, j'insère des dates. Ah bon, tu les insères où? Eh bien, j'en mets un petit peu en haut à droite, comme si j'avais inséré un rectangle. Je fais des flèches, je mets des couleurs, et je bloque certaines images que j'agrandis, je zoome. Oh là là, c'était formidable. Mais à aucun moment, tu ne réentends la voix de ta maman? Non. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette personne est auditive, comme le pensait sa maman? Ce qu'on peut dire au niveau de cette expérience, c'est que cette jeune fille avait besoin d'entendre pour traduire ce qu'elle avait entendu en images visuelles. On peut dire ça à minima. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'elle se rende compte. Que nous le sachions n'a aucun intérêt. Qu'elle puisse s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que ces images visuelles, ces habitudes mentales qu'elle avait prises depuis son plus jeune âge, d'évoquer le monde, les êtres, les choses, plus sous la forme visuelle, lui permettaient de traiter efficacement l'information en histoire. Voilà. Et au moment d'apprendre une poésie, etc., elle pouvait faire la même chose. Mettre Corbeau sur un arbre perché, elle pouvait bien le faire visuellement, sans le répéter. Malheureusement, il y a des personnes qui ont aussi pris des habitudes visuelles depuis leur plus jeune âge, mais qui, au moment d'apprendre, vont s'obliger parfois à utiliser des stratégies qui ne leur sont pas adaptées. Tu vois, Jérôme, comme répéter une poésie. À l'inverse, il y a des personnes qui ne sont pas habiles dans la visualisation. Et c'est important de le reconnaître parce qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir un discours intérieur, qui préfèrent réentendre leur voix ou comme une voix off qui leur décrit les choses. Et donc ces personnes, pareil, si elles s'obligent à apprendre en essayant de visualiser une carte de géographie, en essayant de visualiser de la géométrie, etc., c'est pareil, l'apprentissage va devenir long, rébarbatif et ennuyeux. Donc l'idée, c'est de faire prendre conscience, comme tu le disais tout à l'heure, de faire émerger à la conscience des personnes les stratégies qui leur conviennent le mieux au moment de situations de réussite pour leur permettre ensuite de le transférer. Parce que rares sont les personnes qui sont conscientes de la manière dont leur cerveau préfère apprendre. D'accord, et donc ça, est-ce que c'est quelque part la première étape de ce que l'on appelle la gestion mentale? Parce que c'est vrai, pour la petite anecdote, avant de réaliser cet entretien, donc je t'ai envoyé un email et c'est vrai que moi de mon côté, moi j'adore tout ce qui est astuces, tout ce qui est outils, etc. Et tu m'as répondu, mais en fait la gestion mentale, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Donc du coup, je me suis dit, bah, super, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à ce que tu viens de décrire?
bah, c'est quoi la gestion mentale? Parce que c'est vrai que nous, avec Nicolas, on travaille beaucoup sur les outils, les techniques d'apprentissage. Et du coup, la gestion mentale, j'ai l'impression que c'est très différent et complémentaire. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, gestion mentale, déjà, quand on entend le mot gestion mentale, c'est un mot qui fait un peu, qui interpelle, tu vois, c'est gestion mentale, c'est un peu bizarre comme mot quand même, hein. Alors, effectivement, je ne suis pas mentaliste, hein, ça c'est pour la blague, mais ce n'est évidemment pas non plus de la manipulation mentale, hein, puisqu'au contraire, on permet justement à l'être d'être lui-même, forcément, donc ce n'est pas non plus de la manipulation mentale. Je vais te donner déjà pour commencer, avant de t'expliquer, une définition que l'on peut trouver facilement dans les manuels de référence ou même dans les sites Internet. La gestion mentale, donc la définition que je pourrais te donner aujourd'hui, c'est celle-ci. La gestion mentale, c'est l'exploration, la description et l'étude de la pensée consciente au moment d'une prise d'information, de son traitement et de sa restitution. Alors, ceci étant dit, c'est bien beau, mais pour simplifier les choses, j'aime bien, moi, simplifier les choses, dès qu'on entend le mot gestion, on peut tout à fait faire un lien avec le mot gérer. Donc, en gestion mentale, on apprend à gérer mentalement des informations. Et des informations, eh bien, nous sommes exposés en permanence à des informations qui nous arrivent au travers de nos cinq sens, hein, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, etc. Et nous sommes amenés à devoir les traiter, ces informations. Donc, en gestion mentale, on apprend à les traiter consciemment dans notre tête. Ça va? Donc, on part du principe qu'on nous a livré le cerveau sans la notice, évidemment. Alors que tu vois, je vais bientôt acheter un ordinateur, hein, mais chaque fois que j'achète un ordinateur, j'ai des pages et des pages de notices. Hein. Alors même si le cerveau est plus puissant que l'ordinateur, on nous l'a livré sans la notice. Donc il faut apprendre à gérer son cerveau, à devenir un peu le pilote, mais consciemment. Hein. Donc on va découvrir qu'on a des pensées, des enchaînements familiers, des habitudes mentales de traitement d'informations qui sont là depuis très longtemps, mais dont on n'a pas forcément conscience. Et du coup, on ne peut pas les utiliser au moment où on cherche à traiter une information. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous allez aussi peut-être découvrir dans le monde de la gestion mentale le terme de pédagogie des gestes mentaux de l'apprentissage. Alors, pédagogie des gestes mentaux de l'apprentissage, dès que j'entends geste, encore une fois, je peux faire un lien avec geste physique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait habituellement. Mais dis-moi, Axel, des gestes mentaux, mais c'est un peu comme des gestes physiques. Comment c'est alors? Qu'est-ce que c'est? Effectivement, je dirais que puisque tu parles de sport, hein, moi je ne suis pas très forte en sport, mais beaucoup de sportifs travaillent avec moi parce qu'ils aiment beaucoup la gestion mentale. Eh bien, quand on fait un sport, on doit apprendre des gestes techniques, que ce soit au karaté, au rugby, au foot, au tennis. Eh bien, on apprend des gestes techniques. Et on ne peut pas aller en compétition si on ne maîtrise pas, en tout cas, la globalité des gestes techniques que l'on doit apprendre. On ne peut pas aller faire un match de rugby si on ne sait pas faire une passe ou marquer un essai. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un petit peu comme ça. Ou si on ne peut pas aller faire un match de tennis si on ne sait pas faire un revers, par exemple. Bon. Donc, ça veut dire qu'en gestion mentale, on va apprendre à faire des gestes, mais au lieu de les faire avec nos muscles et nos tendons, avec notre corps, on va le faire avec notre tête. Ça veut dire que dans tout apprentissage, il existe des gestes mentaux que l'on peut enseigner et pratiquer consciemment. Et ils sont au nombre de 5. Il y a l'attention, la mémorisation, la compréhension, la réflexion et l'imagination créatrice. Tu vois? Donc, il arrive que les élèves se rendent compte. Quand je dis les élèves, c'est un petit peu réducteur parce que je travaille avec beaucoup d'adultes, des managers, des professionnels, etc. Au moment du traitement d'information, on se rend compte en tout cas que lorsqu'il s'agit de traiter une information, eh bien effectivement, pour réussir, il faut arriver à pratiquer ces gestes. Mais on a tous des chouchous, des petits préférés. Et certains, parfois, comprennent sans mémoriser l'information. Donc, ils pensent parfois que quand ils ont compris, ils savent. Sauf que c'est pas pareil. Par exemple, si tu me racontes une blague, Jérôme, aujourd'hui, et que je ris, si je ris, c'est que j'ai compris ta blague déjà, ça c'est sûr. Mais c'est pas pour autant que je serais capable de la raconter ce soir à mon fils, tu vois. Ça veut dire qu'effectivement, il y a dans notre tête des processus de pensée qui sont différents au moment de mémoriser et au moment de comprendre. Il y a aussi des personnes qui mémorisent sans comprendre. Ça, c'est difficile et tragique pour eux parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas forcément réutiliser l'information lors d'une évaluation.
Et puis, si on part du principe que le cerveau est intelligent, pourquoi garderait-il en mémoire quelque chose qui n'a pas de sens? Donc, tu vois, il y a des procédures adaptées. Donc, on peut les apprendre et les enseigner grâce à la gestion mentale. C'est la raison pour laquelle je travaille avec effectivement des jeunes et des adultes en séance individuelle, mais je fais également, j'anime aussi des formations, des conférences, des ateliers, hein, pour aider des professionnels à découvrir comment dirais-je, des pratiques pédagogiques, éducatives, professionnelles plus adaptées, en tout cas, au traitement de l'information. Voilà. J'anime aussi j'interviens aussi dans des missions spécifiques. J'en parle parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur depuis quelques années. Je fais ça pour une association qui travaille sur les troubles psychiques, hein, donc que ce soit bipolarité, dépression, etc. Ce sont des personnes adultes qui, par rapport à ces troubles psychiques, rencontrent souvent des problématiques d'attention et de mémorisation. Donc, j'anime pour eux des ateliers attention-mémorisation. Et quand je dis mémorisation, je ne parle pas de mémoire, je ne parle d'action de mémorisation. C'est bien la différence, hein. Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre mémoire et action de mémorisation? Ah, d'après toi? Parce que ça, c'est dans l'inconscient collectif, tu vois, les représentations des personnes. Souvent, quand je dis, c'est quoi pour toi mémoriser? Ah, ben mémoriser, c'est se souvenir. Ah bon, donc pour toi, mémoriser, c'est se rappeler, ses souvenirs, c'est lié au passé. Mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'en fait, on ne pense pas vraiment ça. On pense que mémoriser, c'est dans un objectif futur de se souvenir. Donc, et oui, et quand on entend le mot mémorisation, eh bien, qu'est-ce qu'on entend? On entend un verbe d'action, donc c'est une action que l'on doit faire. Et la mémoire, ben, ça pourrait être peut-être l'endroit où je vais stocker le résultat de l'action que j'ai faite. Donc, du coup, eh bien, que peut-on penser des personnes qui disent « je n'ai pas de mémoire ». Encore faut-il vérifier que l'action de mémorisation ait bien été effectuée avant. Je vais te donner un exemple rigolo que j'utilise avec les petits. Parce que j'aime beaucoup les petits aussi. On pourrait comparer ça quand on va faire ses courses. Tu vois, quand je vais faire mes courses, je fais une action et j'achète des produits que je vais stocker dans mon réfrigérateur. Tu vois, et du coup, si je ne fais pas cette action, mon réfrigérateur, ben, il ne sera pas rempli. Donc, pour pouvoir avoir quelque chose en mémoire, pour pouvoir avoir quelque chose dans mon réfrigérateur, il faut bien faire une action mentale. Et il faut que cette action mentale soit adaptée à la tâche requise. Et en plus, je rajouterai comme petite cerise sur le gâteau, c'est que quand je vais dans le magasin faire mes courses, je n'achète pas tout le magasin. Je vais cibler des informations, des aliments dont j'ai l'intention consciente de me resservir. Donc, si j'achète des tomates, c'est parce que je m'imagine, par exemple, demain, faire une salade de tomates à la mozzarella, hein, puisque j'ai des racines italiennes. Voilà, donc je m'imagine demain, déjà, tu vois, en train de me resservir de ce que je vais acheter, de l'action que je vais faire. Donc, c'est bien ça la mémorisation, tu vois, c'est de s'imaginer, effectivement, se resservir dans un autre lieu et un autre moment, ce que je m'apprête à mettre en mémoire, tu vois. Et ensuite, effectivement, il y a des techniques pour éviter les processus d'oubli, des techniques de réactivation que nous utilisons depuis très longtemps en gestion mentale, qui sont corroborées aussi par les neurosciences, dont on pourrait parler longuement. Ouais, c'est hyper passionnant tout ça et donc j'apprends là donc énormément. Donc là, ce que j'ai retenu pour l'instant de ce de ce que tu as dit, c'est que bah, déjà partir du principe, du paradigme que chaque personne est différente et chaque personne a ses modes de fonctionnement et que la priorité, si j'ai bien compris, c'est d'abord de s'observer soi-même, si par exemple on veut l'appliquer à soi, et de voir là où c'est simple pour nous, par exemple d'apprendre, et de voir bah, qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce qui se passe dans notre tête en fait qui fait que bah, c'est simple de mémoriser, d'apprendre et de faire les choses. Et de voir bah, comment on pourrait du coup dupliquer de manière transversale ce mode de fonctionnement à d'autres domaines dans lesquels bah, c'est un peu plus laborieux, plus difficile à faire. Par exemple, bah, c'est vrai que si j'avais appris à visualiser pour la poésie plutôt que de réécrire et de relire bêtement, bah, j'aurais eu moins de zéro en poésie. Euh, donc, euh, donc déjà, ouais, donc j'ai retenu ça. Première étape, c'est ça. Avant même
d'aller chercher des techniques, des astuces, etc. On peut Ensuite, extérieur à nous-mêmes finalement, et donc ça peut fonctionner, mais c'est aléatoire, quoi, voilà. mais du coup, c'est ça, moi ce que j'adore ton analogie de faire les courses et de remplir son frigo pour faire la distinction entre l'action mémorisation et la mémoire. Et ça me fait penser bah, en fait à tout en fait, hein, même le développement personnel. Par exemple, souvent on vient me voir, on me dit ah, est-ce que tu as des astuces pour être plus efficace et organisé? Et c'est vrai que je me rends compte qu'on peut être boulimique d'astuces, Oui. boulimique de techniques, et que finalement, on a l'impression bah, d'être bien équipé, mais pas forcément bien utiliser ces outils. Et que bah, moi, j'aime bien cette analogie du frigo, parce que le frigo, il y a une place quand même assez limitée. Hein, et que surtout, à un moment donné, si tu remplis trop bah, et que tu l'utilises pas, bah, ça périme. Enfin, en tout cas, moi, c'est une image très vivide que j'ai. Et que ça fait penser à quelque chose que je dis souvent de mon côté dans mes ateliers et mes conférences, c'est le nécessaire est suffisant. Et vraiment, voilà, s'il y a une technique qui marche, bah, autant l'utiliser et pas forcément chercher à ce que les humains, ils aiment bien, surtout les adultes, à complexifier et dire, bah, si j'ai un outil hyper complexe, ça veut dire qu'il est encore plus intelligent. Et j'ai l'impression qu'en t'écoutant, finalement, même si c'est appuyé par neurosciences et que ça peut être très technique finalement, parce que c'est quand même scientifique, au final, c'est simple. Alors la démarche en elle-même, elle n'est pas spécialement scientifique, même si aujourd'hui, vie neuronale et vie mentale, on peut créer de jolis ponts. Elle est à la base, effectivement, on se base d'abord sur des appuis philosophiques, puisqu'on se base sur les travaux de recherche d'un monsieur, hein, qui est à la base un philosophe et pédagogue qui s'appelle Antoine de la Garandrie, et qui n'a eu de cesse toute sa vie de défendre l'idée, effectivement, qu'on pouvait non seulement découvrir ses potentialités cognitives, mais aussi les développer son intelligence. Alors, c'est curieux parce que lui aussi, il a démarré cette approche à partir d'une problématique, puisqu'il a rencontré des difficultés scolaires et même l'échec scolaire à un moment donné dans sa vie, parce qu'il souffrait d'un handicap de surdité qui n'avait pas été diagnostiqué. Et donc, bon, ça ne l'a pas empêché de réussir, hein, puisqu'il il a écrit de nombreux ouvrages. On peut très facilement les trouver sur Internet. Tous les enfants peuvent réussir, la motivation, pédagogie, plaisir de connaître et bonheur d'être. Alors ça, j'adore, hein, plaisir de connaître et bonheur d'être, ça devrait te plaire, ça. Beaucoup d'ouvrages. Il a d'ailleurs été récompensé pour l'ensemble de ses travaux. Il a reçu la Légion d'honneur en 1994. Il est décédé en 2010. Voilà, ça c'est très important. Et puis, il a permis de mettre en lumière une technique qui s'appelle le dialogue pédagogique, parce que bien sûr là on parle des objectifs de la gestion mentale, mais comment on fait? Comment on fait pour faire émerger à la conscience d'une personne ses potentialités? Comment on fait pour développer ce qu'elle a déjà en elle? Eh bien, il y a effectivement, c'est cette technique dont je te parle, c'est une technique qui s'apprend bien sûr, hein, la technique du dialogue pédagogique. C'est une technique qui est respectueuse du fonctionnement de la personne, qui se veut en tout cas extrêmement bienveillante, hein, parce qu'on ne peut pas travailler sur de l'humain, selon moi, avec une posture qui ne serait pas une posture de bienveillance. Je pense que sur ça, on ressent à peu près les mêmes choses, hein. Pas une posture d'expert, mais une posture d'accueil, hein, inconditionnelle. Donc, cette technique permet tout à fait de prendre conscience de la manière dont notre cerveau traite l'information et de la manière dont notre cerveau préfère apprendre, tout simplement, hein, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, des images visuelles, etc. Mais je prêche un peu pour ceux qui ne se reconnaîtraient pas là-dedans. Il y en a à qui on va faire des propositions, mais tu peux revoir dans ta tête cette image, etc. Je le vois parfois dans certains accompagnements. Et ça m'attriste beaucoup parce que je sais que certaines personnes n'ont pas, qu'elles n'en seraient pas capables. On est capable de tout dans notre cerveau. On peut tout faire, hein. Il n'y a pas de typologie visuelle, auditive, etc. Mais on part du principe qu'il y a des habitudes mentales de traitement d'information. Et ces habitudes vont donner naissance à des habiletés. Et si je suis plus habile à faire des revers au tennis qu'à faire des coups droits, eh bien, au moment d'apprendre, effectivement, il sera plus judicieux que j'utilise d'abord des stratégies qui correspondent à ces habiletés pour que je sois dans un apprentissage confortable et que ça ne soit pas long, rébarbatif et ennuyeux. Parce que si c'est long, rébarbatif et ennuyeux, le cerveau va mettre en place ce qu'on appelle des stratégies d'évitement. Tu vois ? Et il va éviter de s'y mettre, sachant peut-être pertinemment, inconsciemment, on sait pertinemment que ça ne va pas fonctionner.
Tu vois? Donc ça, il faut être très prudent au niveau de ce type de typologie. On est tous différents. Évidemment qu'on peut tout faire dans notre tête, mais l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur nos habiletés pour développer ensuite d'autres moyens d'apprendre qui seraient plus adaptés à la tâche visée. Voilà. Donc le dialogue pédagogique, ça permet ça. Si tu veux, c'est une technique à la fois introspective et à la fois métacognitive. C'est-à-dire que effectivement, on tourne le regard à l'intérieur de soi. Alors, je pense que c'est important peut-être de rappeler ce mot cognitif qui est un petit peu un mot barbare aussi, un peu un mot technique. Ben, cognitif, c'est ce qui est relatif à l'acquisition des connaissances, tout simplement. On peut le simplifier comme ça. Et métacognitif, eh bien, c'est d'avoir une activité mentale sur justement ces procédures de pensée que nous avons, qui sont parfois inconscientes, d'avoir une activité mentale sur ces processus de pensée au moment de l'acquisition des connaissances. Et c'est ce qui nous permet d'avoir du pouvoir parce que seule la personne va pouvoir agir dessus. Voilà. C'est hyper passionnant. Moi, je pourrais passer des heures à t'écouter, donc c'est génial. Merci beaucoup pour tous ces partages. C'est hyper riche, mais du coup, là, par rapport au timing, je préfère qu'on aille vers la conclusion. Et pour moi, moi ce que je retiens par rapport à tout ça, c'est que d'être vraiment curieux, en fait. Pour moi, c'est vraiment le mot qui me vient le plus fort, c'est d'être curieux de comment je fonctionne, mais la vraie curiosité, c'est-à-dire essayer de ne pas partir avec des biais en disant est-ce que je suis comme ci ou comme ça, mais vraiment juste de voir comment ça se passe dans ma tête et d'être curieux de voir comment les autres fonctionnent aussi, parce que je trouve que ça, enfin personnellement, moi, ça m'aide aussi à mieux me comprendre en voyant ce qui se passe chez les autres, sans comparer, en m'inspirant plutôt. Et voilà, et après de se renseigner sur tous ces courants que tu viens de citer, la pédagogie, le dialogue pédagogique, pardon, la métacognition, l'introspection et l'acte de mémorisation. Retenez bien le frigo, moi c'est bien resté. L'acte de mémorisation et la mémoire. Donc tout cela. Donc c'était top. Merci beaucoup Axel, c'était vraiment passionnant. Donc pour rappel, les personnes peuvent te retrouver dans Passion d'apprendre magazine. Donc du coup, on aura un lien pour Passion d'apprendre magazine en dessous de la vidéo, mais également sur ton site. Donc tu as un site qui est dédié à tout ce que tu fais et à tout ce dont tu viens de parler également. C'est exact, Jérôme. Je te remercie pour ton attention en tout cas. Merci à toi pour cette générosité, pour tous ces partages hyper inspirants. Je suis sûr que cela va vraiment intéresser notre communauté. Donc, merci beaucoup pour ton partage et du coup, à une prochaine peut-être pour une autre vidéo. Avec grand plaisir, Jérôme. À très bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye. Au revoir.